Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutent en direct pour ce webinaire Pommes branchées numéro 2 des technologies au verger. Mon nom est Jérôme-Antoine Brunel, je suis directeur général des producteurs de pommes du Québec, l'organisation qui vous présente la série de webinaires Pommes branchées cet hiver en 2026. On est là, on parle à une caméra, mais il y a des gens qui nous écoutent. Donc, s'il y a des problèmes techniques, si vous voyez que mes lèvres qui bougent et vous n'entendez pas le son, veuillez le signaler là, dans le clavardage. Donc, on vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième webinaire. Et sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités pour le contenu d'aujourd'hui. Donc, à ma gauche, on a M. Jean-François Péloquin. Jean-François, je peux te le présenter brièvement. Oui, je suis conseiller en viticulture, en fait, et j'ai développé une plateforme informatique qui s'appelle Beauchamp.ca. C'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Restez à l'écoute, ça c'est plus tard. Michael Larose de l'IRDA, bienvenue. Donc, merci bien, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, oui, de l'IRDA, mon nom est Michael Larose. Je travaille principalement en production de pommes, en entomologie fruitière. Puis dans le labo de Sabina Avozani, on essaie de trouver plein d'alternatives aux pesticides et en plus, on intègre la technologie dans nos travaux de recherche. Donc, Michael va ouvrir le bal dans quelques secondes. On va aussi avoir des capsules vidéo à vous présenter un peu plus tard. Également, une présentation de notre agente à la recherche et au développement au producteur de pommes du Québec, Mme Charlotte Sarrazin, qui va venir vous présenter également une technologie au verger pour principalement l'estimation de récolte. On y va? On est bien parti? Oui. On a combien de personnes qui nous écoutent? On a 14 personnes. Oui, 14 personnes jusqu'à maintenant. Donc, pour l'intérêt général, en fait, le webinaire est enregistré. Il sera disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube des PPQ. Donc, on va commencer par la présentation de Michael. Michael va mettre en lumière sa présentation. Ce sera pas très long. Oh. Ça, comme ça. Voilà. Si je clique, ça se tasse-tu, mettons? Ça se tasse. Ça se tasse? J'espère. Ça se tasse. Voilà, on est parti. Oh. Génial. Ici, on va réduire ça là. Tout est parfait? Tout est parfait. Cool. Alors, intégrer le numérique en verger. Petit pointeur laser. Donc, intégrer le numérique, on est rendu dans un point dans nos vies où le numérique fait partie, les technologies également fait partie, c'est omniprésent dans nos vies. Donc, la question, c'est plus savoir s'il faut l'utiliser, mais plus comment on peut l'intégrer, surtout dans la gestion d'un verger. Puis dans la présentation, je vais vous parler également là, des technologies qu'on a mis à l'essai à l'IRDA dans un projet d'adaptation technologique. Donc, on part un peu sur une rétrospective de la pommiculture au Québec. Donc, la quantité de pommes produites a augmenté à travers les années, donc de 1980 jusqu'en 2021. Ça a augmenté, donc dans le graphique, c'est la ligne verte. Donc, ça a augmenté de combien? On a passé de 76 000 tonnes environ jusqu'à 110 000 tonnes. Cependant, la superficie récoltée, donc la superficie sur laquelle on produit de la pomme, a reculé à travers les années. Donc, de 1986 jusqu'à 2021, on a perdu environ 50% de nos superficies. On passe de 8 000 hectares à 4 000 hectares. Mais cependant, le rendement qu'on est capable de produire sur ces superficies-là a augmenté. Donc, on est passé d'environ 10 tonnes à l'hectare, puis on est rendu dans les 25-30 tonnes à l'hectare maintenant. Donc, ce n'est pas seulement une modernisation, mais c'est un changement de modèle agronomique. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut densifier, on veut plus de productivité. Puis, cette transformation-là, elle s'explique notamment par le type d'arbre qu'on a planté à travers les années. Donc, ici, c'est pour illustrer la modification de la densification des vergers, des plantations. Donc, c'est un tableau qui illustre, dans le fond, les trois types d'arbres. On a du nain, du semi-nain et du standard. Puis on voit qu'en 5 ans, donc de 2014 à 2019, la superficie pour les arbres nains a augmenté d'environ 15%. Et en comparaison, les standards, eux, ont diminué de 13%.
Donc, c'est vraiment cette densification-là qui améliore la productivité des vergers, mais aussi elle augmente la complexité de gestion. Donc, c'est pas parce qu'on va planter plus d'arbres rapprochés en densité, ce qui veut dire un arbre au pied, comme exemple, que le verger va être nécessairement homogène. Il faut tenir en compte de la complexité spatiale d'un verger, ce qui veut dire qu'il va y avoir une hétérogénéité à l'intérieur même d'un bloc ou d'un verger ou même d'une rangée parfois. Ça s'explique par des différentes textures de sol, ça s'explique par des variations au niveau du drainage, il peut y avoir des effets de bordure, par exemple des boisés qui vont faire de l'ombre aux cultures. Les vergers, on essaie tout le temps de les orienter d'une certaine façon, mais parfois on ne peut pas, donc l'exposition solaire peut être variable. Et également, ben, les historiques d'intervention à travers les années peuvent amener des variabilités. Donc, les conséquences agronomiques, c'est on peut avoir des variations de vigueur, puis ça peut même affecter la charge fruitière. Donc, pour un même bloc ou une même parcelle, on peut avoir des variations de 30 à 50% de charge fruitière. Je ne peux pas passer par-dessus les aléas climatiques, donc c'est rendu monnaie courante en agriculture. Donc, par exemple, en Montérégie, les dernières années, on a eu quoi? On a eu des printemps plus hâtifs, on a eu des gels sur fleurs, quoi d'autre? On a eu des pluies abondantes en début de saison, suivies de sécheresse. Donc, vraiment, il faut tenir en compte des aléas climatiques. Et qu'est-ce que ça l'apporte comme conséquence? Ben, ça rend les décisions plus complexes. Donc, habituellement, les saisons étaient assez stables. Il y a des variations énormes. Donc, prendre des décisions, c'est plus rendu simple. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment on réussit à prendre nos décisions à travers des systèmes qui sont rendus de plus en plus complexes. Historiquement, l'échantillonnage était partiel. Donc, on faisait un échantillonnage sur 10 ou 20 arbres environ. Puis, par la suite, on se faisait une observation qui était subjective. On a souvent entendu les phrases « Oh, ça a l'air chargé dans le top des arbres » ou « Ah, mon éclaircissage a bien fonctionné » »« Ah, la noison est bonne cette année. » Tu sais, c'est toutes des phrases subjectives qu'on entendait. Donc, tout ça dans le but d'estimer sa récolte. D'estimer. On rentre dans l'estimation. L'estimation. Ouais, c'est ça. C'est ça. On veut savoir. Mais là, on prenait cette information-là, puis on faisait un jugement empirique, puis on extrapolait ça sur l'ensemble de la parcelle ou même du verger. Donc, à l'échelle de 2000, 3000 arbres. Le problème, c'est que c'est une décision qui est uniforme, mais qui est biologiquement fausse. Puis une autre problématique, c'est vraiment le cerveau humain. On l'aime, notre cerveau, mais analyser des millions, des milliers de données, on n'est pas bon là-dedans. Donc, il y a une limitation là. Il y a aussi de l'expérience des producteurs, des agronomes, des conseillers terrain qui est vraiment essentielle, mais basée sur des observations qui sont souvent locales, qui sont basées aussi sur des historiques. Donc, les anciennes saisons ou même des générations, tu entends des choses, donc c'est ton point de référence. Puis, c'est cette expérience-là ou cette décision-là, ça ne capte pas les variabilités qui sont fines. Donc, si on a un verger standard à 400 arbres, puis on applique cette prise de décision-là, bon, ben, je pense que la marge d'erreur est tolérable. Mais si on est sur 2000, 3000 arbres, puis on fait aussi cette extrapolation-là, là, je pense que chaque erreur va vraiment commencer à coûter. Donc, le problème ici, c'est vraiment pas l'expérience, l'expertise, parce que là, j'ai vu une belle expérience. Donc, c'est pas l'expertise, mais le vrai problème, c'est plutôt l'échelle dans laquelle on est rendu. Donc, le numérique, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Ça ne remplace pas l'agronome, ça ne remplace pas le producteur, ça va augmenter ses capacités décisionnelles, par contre. Si je peux faire une analogie avec le téléphone cellulaire, on en a tous un maintenant. C'est rendu notre meilleur ami quand on cherche une information, quand on veut faire des calculs, quand on veut storer de l'information. Mais on a vraiment accès à ça, puis ça simplifie. Pas ça simplifie, mais ça augmente nos capacités à aller plus vite dans la société. C'est un peu le même principe. Donc, les technologies qui sont disponibles, il y en a une pléiade, des capteurs, des caméras, la vision par ordinateur, l'intelligence artificielle, l'intelligence augmentée, la géolocalisation, et j'en passe. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça mesure qu'est-ce qu'on estime, donc avec notre expérience, mais là, on est capable de le mesurer, puis ça quantifie qu'est-ce qu'on est capable de percevoir en tant que tel. Donc, pour le mettre en exemple, un des exemples les plus concrets que je peux aller sortir, c'est l'éclaircissage. Donc, c'est une étape charnière en pomiculture, donc sur la prédiction de la charge fruitière. L'approche traditionnelle, c'était
On faisait des comptages ponctuels dans les arbres. On faisait une estimation visuelle. On ajustait de façon uniforme à travers le verger, ça va être quoi mon plan d'éclaircissage? On passait à l'action et par la suite, plus souvent qu'autrement, on venait avec une correction manuelle. Donc, ça l'arrivait. Donc, qu'est-ce que ça amène? Bien, cette erreur-là amène un surcoût au niveau des ressources humaines, au niveau du temps qu'on a à passer à faire l'éclaircissage manuel pour rattraper l'erreur parce qu'on a pris une décision sur un verger qui était hétérogène. Puis ça peut amener des pertes de qualité. Souvent, on n'a même pas le temps de repasser de façon manuelle. Fait qu'on va avoir une baisse de qualité, baisse de rendement, etc., etc. Par contre, l'approche numérique, c'est qu'on est capable d'effectuer un comptage vraiment exhaustif des fleurs, des fruits, donc des structures sur l'arbre. On va cartographier cette variabilité-là. Puis par la suite, on est capable d'ajuster de façon ciblée l'éclaircissage. S'il y a beaucoup de fleurs, on peut passer une ou deux fois. S'il y a moins de fleurs, on va y aller plus doucement, par exemple. Puis, suivant l'intervention, on est capable de rapidement faire une vérification post-intervention. Donc, on est capable de prendre des décisions mesurées plutôt qu'estimées dans ce sens-là. Donc, les impacts concrets pour y aller rapidement, c'est moins de corrections tardives, un meilleur calibre, quelque chose de plus homogène sur le bloc. Une planification des travaux aussi qui est plus prévisible, puis évidemment une réduction de coût de main-d'œuvre parce qu'on est capable de bien planifier notre RH. Donc, pour l'estimation de la charge, chaque erreur se paye réellement 2 fois, ce qui veut dire une fois quand l'éclaircissage est mal ajusté, puis une fois aussi à la récolte. Et pourquoi c'est une nécessité stratégique d'inclure la technologie dans les vergers maintenant? Ben, c'est pour répondre aux pressions actuelles qu'on connaît très bien. Donc, pénurie de main-d'œuvre, la hausse des coûts des intrants. On essaie de plus en plus de rationaliser, de diminuer nos intrants parce que la marge est de plus en plus fine. Les variabilités climatiques sont accrues, donc il faut être réactif. Puis les exigences également qui sont élevées du marché. Là, on veut une belle pomme d'un certain diamètre avec tant de coloration, etc., etc. Donc, dans la réalité où s'inscrit une densification des vergers avec de la haute densité, il faut être capable de prendre des décisions fines, puis il faut savoir anticiper, mais pas être dans la réaction. Parce que s'il faut réagir, il est déjà trop tard. Donc, la question, c'était est-ce que le numérique fonctionne? Je pense que la science a répondu à cette question-là et à regarder le nombre d'entreprises qui offrent ce genre de service-là. Oui, le numérique, ça fonctionne. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut demeurer compétitif sans intégrer ces outils-là dans notre verger? C'est un peu là-dessus qu'on a déposé un projet de recherche à l'IRDA. Un projet qui a commencé en 2024 et qui va se terminer en 2026. C'est un projet d'adaptation technologique. Donc, on n'est pas dans la R&D qu'on a l'habitude de faire. C'est plus de prendre ce qui existe commercialement et de l'utiliser. Puis, si je peux résumer ce projet-là en une phrase, c'est littéralement l'homme contre la machine. Donc, on a 2 parcelles qui se ressemblent énormément en termes d'arbres et de densité de plantation. Dans une des parcelles, on va avoir l'homme, puis dans l'autre, on va avoir la machine. Par homme, qu'est-ce que je veux dire? C'est on va utiliser les services d'un agronome qui va faire son dépistage comme il sait le faire. Par dépistage, je veux dire observation des structures, le nombre de fleurs, prédire les rendements, ajuster la taille, puis ajuster l'éclaircissage. Et ensuite, il va y avoir une gestion aussi conventionnelle, donc de produits, de pulvérisation, etc., dans cette parcelle-là. En comparaison à la parcelle machine, où on va avoir plusieurs aides mécaniques là, qui vont venir nous aider. Donc, on va avoir une taille mécanique, on va avoir un éclaircissage mécanique, on va avoir l'utilisation de filets pour ne pas utiliser justement d'intrants dans notre parcelle. Et on va avoir la fameuse vision par ordinateur qui va nous appuyer dans tout ce qui est décision agronomique tout au long du projet. Donc, on compare vraiment les deux. Et qu'est-ce qu'on cherche à trouver? Le résultat qu'on veut avoir, c'est, dans le fond, l'efficacité. Qu'est-ce qui est plus efficace un vers l'autre? Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je vous présente le plan expérimental rapidement. Donc, on a des cultivars Gala, donc des rangées de 74 mètres de long, où on va avoir un filet pour la parcelle filet et pas de filet pour la parcelle témoin. Donc, c'est l'image que vous avez à droite.
Sur du porte-greffe G41, une densité de plantation d'environ 2200 arbres à l'hectare, donc planté en 2014, donc en pleine production. Et on a aussi des monoparcelles, donc on va avoir plusieurs rangées d'arbres sous un même filet, donc on va avoir 8 rangées de 20 mètres sous un filet, avec les cultivars Ambrosia et Honeycrisp sur 2 porte-greffes différents. Ben, différents. Chaque cultivar a le même porte-greffe, mais c'est répété. Puis, on va avoir aussi du 2 axes et du 4 axes. Donc, à 2 axes, on est à 3000 arbres, 3500 arbres hectares, et le 4 axes, on est à 2200 arbres hectares. Dans les monoparcelles, c'est des vergers piétons. Donc, on a une largeur d'allée d'à peu près 2 mètres de large et les arbres, on les arrête à peu près à 2 mètres et demi. Donc, c'est vraiment une autre façon de produire. Au niveau de l'aide à la décision, donc la technologie numérique sur laquelle on a décidé d'utiliser, tout simplement, c'est la compagnie Vivid Machines, donc une compagnie canadienne basée en Ontario, qui est déployée à travers le monde, qui a des clients un peu partout dans le monde. Oui, on a magasiné plusieurs entreprises, puis c'est avec Vivid qu'on a décidé d'aller pour les 3 années du projet. Donc, c'est une vision par ordinateur aidée d'une intelligence artificielle. Donc, il faut y fournir des données pour qu'ils puissent computer un certain résultat. Qu'est-ce que ça mesure? Ben, ça va mesurer la charge fruitière. Ça va mesurer le nombre de structures, donc fleurs ou fruits. Ça va estimer les rendements. Ça va nous donner la taille, la distribution des fruits, soit à l'échelle de l'arbre, de la rangée, du bloc. Puis, ça va mesurer la fameuse variabilité intravergée, là, à savoir si c'est homogène ou hétérogène dans le verger. Qu'est-ce que ça nous permet concrètement? Ben, c'est des données pour prendre des décisions agricoles très précises. Ça nous permet de planifier soit des travaux, soit des rythmes d'éclaircissage, soit le nombre de bennes qu'on va avoir besoin pour la cueillette. Puis tout ça amène une belle prévisibilité sur la saison. Voici ce que le manufacturier recommande quand on utilise son équipement. Donc, c'est vraiment de monter la caméra sur un objet roulant. On parle de tracteur, côte à côte, un 4 roues, etc. Donc, il faut quand même aller à une vitesse de 9 km/h de déplacement. L'application est sur cellulaire, donc on appuie sur démarrer la vidéo, puis ensuite on roule dans les vergers, puis on vient scanner notre verger. Par la suite, les données sont accessibles directement sur le cellulaire suite au scan. Et si on pousse ça sur un cloud où l'intelligence artificielle va faire sa magie, on a accès par la suite sur une plateforme web pour soit prendre des décisions fines, par exemple sur les classages ou sur les rendements. Puis on est capable aussi de comparer une année avec une autre ou un bloc avec une autre, etc. Ça, c'était très succinct comme façon de procéder, mais en réalité, il faut quand même faire 5 scans minimum dans la saison. Donc, on va avoir un scan au bouton rose pour évaluer la charge de fleurs, un scan après ça à la nouaison pour savoir notre éclaircissage, est-ce qu'il a bien fonctionné. Et ensuite, il faut faire un minimum de 3 scans, donc de juin jusqu'à la récolte, pour faire la prévision de rendement. Donc, on va y aller avec les diamètres de fruits, le nombre de fruits, puis on va repasser à plusieurs fois. Comme ça leur donne 3 points dans l'espace-temps, donc ils sont capables de tracer une courbe. C'est un minimum vraiment de 5 scans. On peut se gâter puis passer chaque semaine là, si on a le goût. Là. Et la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut une calibration à chaque fois qu'on fait un scan. Donc, c'est une intelligence artificielle. Il a besoin d'avoir une donnée pour pouvoir se corriger. La caméra voit un côté de l'arbre seulement. Il va prédire l'autre côté de l'arbre, mais il faut lui donner cette correction-là. Donc, l'étalonnage se fait sur 4 arbres par parcelle pour chaque structure qui va être dénombrée. Donc, une fois bouton rose, après ça, la structure va évoluer et changer en petite pommette à la nouaison. Il faut refaire ça. Et ensuite, la pommette va devenir plus grosse, la structure elle change. Il faut étalonner à nouveau. Puis ensuite, on est bon jusqu'à la fin de la saison. Donc, au niveau des temps d'opération, dans le fond, c'est ça qu'on essaie de mesurer dans le projet. Côté agro, donc côté humain, on va avoir un dépistage et les recommandations classiques, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, le dépistage, c'est on a demandé à l'agronome de passer et faire ses recommandations pour la taille, l'éclaircissage et l'évaluation de rendement. Et de l'autre côté, dans l'utilisation de la machine, on fait un décompte bouton rose à la fleur, à la pommette, pomme, et on comptabilise aussi les calibrations et les scans.
Donc, un sommaire très, très brut, très, très rough, une sommation de 2024-2025, à savoir combien ça a pris de temps d'une part et de l'autre. Donc, côté humain, agronomique, il y a eu 9 dates de visite pour un total de 102 minutes, donc à peu près 1 heure et demie. Puis en moyenne, quand l'agronome se déplaçait, c'était 11 minutes. Comparativement à la machine, on a fait 13 passages, 13 dates, pour un total de 1400 minutes, ce qui donne à peu près 24 heures, 23 heures et des poussières. Donc, à chaque fois, c'est une moyenne d'environ 2 heures. Ça paraît énorme, c'est sûr, c'est des sommations brutes, mais il faut dire que l'agronome, quand il vient dans le champ faire sa recommandation, il va regarder quelques arbres, extrapoler sur l'ensemble des parcelles. Nous, on est dans un cadre quand même scientifique où on va avoir plusieurs parcelles, plusieurs répétitions. Puis il faut, pour chaque parcelle, faire le scan, faire la calibration, par le nombre de cultivars qu'on a, donc 3 cultivars, par le nombre d'axes qu'on a, 2 axes. Donc ça s'additionne énormément. Donc ça paraît très, très gros si on le regarde sommairement comme ça. Si on le regarde d'une autre façon, de dire, quand l'agronome est passé, est-ce que dans un intervalle d'environ 14 jours, on a passé la machine? Si oui, je vais regarder combien de temps ça prend de différence entre l'agronome et la machine, et j'ai fait ça sur toute la saison. Donc, je vous explique le graphique ici, sur l'axe des Y. Oui, j'ai le scan, la calibration et les décomptes des structures de pommettes. Sur l'axe des X, j'ai le temps en minutes. Et dans le fond, ici, qu'est-ce qui est exprimé, c'est littéralement l'humain contre la machine, un moins l'autre. Et qu'est-ce qu'on voit dans le graphique, c'est combien de temps ça prend de plus ou de moins pour la machine. L'agronome ici, il est représenté par le 0. Si on est à gauche de cette barre pointillée-là, ça prend plus de temps que l'agronome. Et à droite, ça prend moins de temps que l'agronome. Donc, pour le scan, ça prend environ 5 minutes de moins que l'agronome. Pourquoi? Ben, je le rappelle, on est sur une machine, on roule à 9 km/h, beaucoup plus vite que les pas d'un agronome. Donc, oui, un peu plus rapide. Mais on prend plus de données. Mais on prend plus de données. Plus de données, effectivement. Et pour la calibration, c'est le fait d'arriver devant un arbre, de prendre la photo de l'arbre avec la caméra et ensuite rentrer la donnée. C'est encore plus rapide qu'à l'agronome. On fait ça sur 4 arbres par les parcelles. Là où c'est un peu plus long, on parle d'environ 10 minutes plus long que l'agronome, c'est le décompte des boutons roses, des décompte des pommettes. Donc, on se rappelle qu'il faut compter 4 arbres par variété. Donc, en moyenne, dénombrer l'ensemble de l'arbre, pas aux dizaines près, mais à l'unité près de nombre de pommettes ou de fleurs, ça prend une dizaine de minutes de plus. Ici, je suis dans du monoaxe, donc c'est la parcelle là. Puis, l'exercice aussi a été effectué pour les multi-axes, donc Ambrosia et Honeycrisp, sous les monoparcelles. Pour les scans, on est encore dans la même vérité. C'est plus rapide, effectivement. On va à la même vitesse. Fait que oui, on s'attendait à ça. Pour la calibration, ici, on a une petite curveball. Pourquoi? Je rappelle qu'on a 2 mètres d'allée. On a un 4 roues, puis on a une caméra. Même si elle a un grand angle, quand tu arrives devant des 2 axes ou des 4 axes, c'est tellement large qu'on n'est pas capable nécessairement de bien prendre la photo. Donc, il y a un peu de zigonnage, si je peux me permettre, pour prendre la photo. Donc, on voit ici les points orange, c'est les 2 axes, et les 4 axes sont en bleu, donc ça nous prend plus de temps. Et ensuite, pour les décomptes des structures, c'est relativement le même temps, on parle d'une dizaine de minutes. On parle de ressenti, puis je vais donner mon ressenti, puis ça vient aussi de l'équipe quand on fait le décompte. Un arbre, un seul axe, qui va mesurer 7 pieds, 8 pieds de haut et même plus. Décompter toutes les structures et le nombre de pommettes, c'est long et c'est ardu, puis il faut le faire des 2 côtés, c'est compliqué. Quand on est en multi-axe, mur fruitier avec 30-40 cm de canopée, un peu comme la vigne, c'est beaucoup plus agréable et rapide de faire les décomptes et on fait moins d'erreurs. Mais c'est un ressenti. Donc, au final, qui gagne cette course d'efficacité? Dans le fond, l'humain contre la machine, l'humain à gauche, machine à droite. Donc, pour les décomptes, l'humain, ça y prend environ 3 minutes versus la machine, ça prend 13 minutes en moyenne. Pour la calibration, c'est relativement similaire, ou le scan, c'est relativement similaire que le passage d'un agronome. Donc, on peut dire que l'humain travaille 50% plus vite que la machine à cause des décomptes de structure. Maintenant, Jérôme-Antoine t'a dit oui, mais on prend beaucoup plus de données. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je vous présente la parcelle Gala ici.
Donc, on voit les rangs sur le sens du long. Donc, c'est la parcelle qui est à peu près 0,3, 0,4 hectares ici. Les carrés, chaque carré représente environ 4 arbres. Là. Tu sais, sur la plateforme, on peut l'avoir à l'échelle du bloc, à l'échelle de la rangée, à l'échelle de 4 arbres ou à l'échelle de l'arbre individuel. Donc, on est capable de voir chaque point. Là, pour les fins de présentation, je suis allé relativement simple. Ça, c'est ce que nous présente là, les résultats de Vivid Machine. Oui, c'est ça. Donc, c'est le nombre de fruits par arbre. On a ici, je suis désolé pour l'anglicisme, le comptage, le count, du nombre de fruits qu'on va avoir en moyenne pour les 4 arbres assemblés. Donc, on passe de 119 jusqu'à 34. Donc, on a des variations de couleurs. On est capable de voir qu'un verger, c'est très hétérogène. Mais là, la question là-dedans, c'est, on a utilisé la machine, donc la vision par ordinateur pour guider toutes nos décisions. Dans une autre rangée, on va avoir l'agronome. Et le reste, c'est la gestion du verger. Selon vous, c'est quelle rangée? Quelle rangée? Qu'on utilise la caméra. Quelle rangée, c'est l'agronome qui donne ses recommandations. Et par rangée, ici, ça va dans ce sens-là, comme ça. OK. Sur le web? Non. Je vais vous donner la réponse. Donc, on voit que la rangée qu'on a utilisée, la fameuse caméra pour prendre des décisions, c'est la rangée en jaune, où on a une uniformité d'environ 120 fruits par arbre en moyenne, et c'est très uniforme sur tout le long de la rangée. Donc, si on prend ce résultat-là et on le transpose sur l'ensemble d'un hectare, ben, on a quelque chose de très homogène, puis on n'est pas surpris des rendements qu'on va avoir. La ligne bleue, c'est les décisions agronomiques. Donc, c'est l'agronome qui a regardé quelques arbres puis il a mis ses recommandations, que ce soit l'éclaircissage chimique et ensuite manuel et même des recommandations de taille. Puis on voit que ça varie. Il est très bon, l'agronome, il a fait un très bel job, mais jamais il a été capable de prédire cette variation de nombre de fruits, arbre par arbre. Et le restant, c'est la gestion du verger. Donc, il y a des ouvriers qui vont un peu à leur expérience, leur expertise, mais on voit qu'on passe de 120 pommes parfois à 76, c'est extrêmement variable. Donc, si on n'est pas capable de capter ces différences-là, ces légères différences-là en haute densité, on peut vite se retrouver avec quelque chose de très, très hétérogène. Puis ensuite, ben, les rendements, c'est souvent ça qu'on entend parler. Donc, pour les cultivars Gala, on a Filet, donc la machine, et le témoin, l'humain. En termes de tonnage hectare, on a une variation d'environ une trentaine, 30-40 %. Donc, on est 46 tonnes à l'hectare versus 29. Puis, on semble aussi prédire un poids plus élevé par fruit. Donc, un meilleur éclaircissage, une meilleure taille, une meilleure prise de décision, avoir des fruits avec un calibre un petit peu plus élevé. Puis, c'est pas mal ça. Nécrisp ambrosia, bon, là, on pourrait embarquer dans plein de questions. Oui, ça varie énormément, mais on pollinise avec des bourdons, c'est pas encore à point. On a eu du feu bactérien, c'est la première année de production pour les ambrosia, etc. Donc, il y a énormément de variations qui s'expliquent par. C'est multifactoriel, mais quand même, on a été capable de le quantifier. Donc voilà, je voudrais remercier ben, l'équipe, le labo, ceux qui ont travaillé de près et de loin, le programme qui a financé ce projet qui arrive à point dans un tournant numérique et des technologies dans les vergers. Producteurs de pommes, merci d'avoir soutenu ce projet-là. Puis, avant de partir en peur aussi, il y a quand même un minimum de 5 scans qu'on doit faire. Puis ça fait 2 ans qu'on travaille avec la technologie. Puis le manufacturier a dit, ça fait 2 ans que tu travailles avec. Tes calibrations, tu peux en faire de moins en moins. Fait que c'est ça qui arrive avec la techno et les algorithmes. Il faut les nourrir, puis à un moment donné, ça devient performant. Fait que mon message que je passerais, c'est si vous magasinez une technologie, magasinez-la pour de vrai. Pas juste, oh, je vais l'essayer une année, puis oh, je ne suis pas satisfait, ça ne marche pas. Non, c'est du long terme. Il y a une courbe d'apprentissage. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage. Puis nous, en 3e année, on va commencer à travailler recommencer à travailler avec la caméra. Puis là, d'après moi, on va être encore plus agile parce que l'algorithme est déjà bâti pour nos parcelles. Donc, j'espère gagner du temps cette année comparativement au passage de l'agronome. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Comment ça marche, Vivid Machine? Tu achètes un forfait? Comment il fonctionne? Il faut que tu achètes l'appareil? L'appareil est en location. Puis ensuite, c'est un forfait sur un nombre d'hectares. Donc, c'est très custom. Si on veut, mettons, quelqu'un est intéressé, il faut entrer en contact avec, dire le nombre d'hectares qu'on a, le disponible, etc. Puis le prix en fonction.
Ouais. Ben, merci, Michael. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va prendre peut-être une période de questions. Oui. Une question, je peux te donner. Non, mais tu peux me la dire. Je peux la répéter. Donc, on a une question. Je n'ai pas compris s'il y avait eu de la modulation de l'éclaircissage chimique avec la carte. Donc, on a modulé l'éclaircissage chimique une fois qu'on a eu l'information. Ouais, j'ai passé très vite là-dessus, je l'ai mentionné. Dans la partie machine, on fait un éclaircissage mécanique. Avec le Darwin. Là. Ouais, le Darwin. Dans le fond, on utilise les données de fleurs pour moduler notre éclaircissage. Donc, s'il y a beaucoup de fleurs, on va faire tourner le rotor plus vite et on va ralentir un peu la vitesse du tracteur. Et quand on sait qu'on arrive dans une zone où il y a moins de fleurs, on va accélérer un petit peu pour justement pallier au manque de fleurs. Puis même parfois, on passe juste d'un côté du rang parce qu'on sait que la charge n'est pas assez élevée. Donc, on est capable, sur une rangée, de vraiment moduler l'éclaircissage au fur et à mesure. Donc, il n'y avait pas eu d'éclaircissage chimique. Non. Mais on pourrait se servir de ces données-là pour moduler notre éclaircissage chimique également en fonction des mêmes paramètres, la vitesse d'avancement, la dose appliquée, exactement. Vivid travaille avec la compagnie, je crois, Monkoff en pulvérisation. Ils ont développé aussi un module rétrofit qui peut aller sur n'importe quel pulvérisateur. Donc, tu scannes, ça fait ta cartographie. Ensuite, ça l'envoie directement à ton module. Et par la suite, tu peux aller dans ton verger et il va ajuster en fonction de ta cartographie. Ils sont en R&D, c'est en développement, mais le lien entre la cartographie et la machinerie commence justement à Donc se là, il y faire. aurait une communication entre les machines. Oui. Voilà. Ça amène au soulèvement des machines. Un jour. Ouais. Comment peut-on traduire ces données en directives simples pour les employés lors de l'éclaircissage manuel? Ben, comme je l'ai mentionné, on peut voir la cartographie rang par rang, bloc par bloc. On est capable de faire un survol. Par la suite, tu peux simplement imprimer la rangée avec les tonalités, puis l'ouvrier va savoir devant quel arbre il est rendu. C'est spécifique dans nos directives, cette rangée-là. Ouais. Ben, Elle est fortement chargée, il faudrait que tu passes plus de temps. Ouais. Les deux autres rangées à côté, là, skip-les, etc., etc. T'sais, on n'est pas en mode production commerciale, nous, à l'IRDA. On est vraiment en essai très ciblé. On peut prendre le temps d'analyser les choses et le faire vraiment dans le temps, mais à grande échelle, il faudrait se doter d'une mécanique. Vivid est utilisé aussi outre-mer sur des centaines d'hectares. Donc, j'imagine qu'il y a des producteurs qui se sont développés des stratégies pour diriger leurs ressources humaines aux bons endroits. Mais on voit le potentiel d'avoir une intervention plus ciblée dans l'éclaircissage manuel, finalement, en utilisant ces outils-là, en interprétant finalement les données aussi. C'est pas juste de les produire puis de les regarder, il faut les interpréter de la bonne manière. Donc là, il y a l'humain aussi qui se mêle à la machine dans quelque part. Il n'y a pas juste la machine. La machine seule, on y croit pas. Là. Ouais. C'est vraiment une extension, ça l'aide à la prise de décision. Ça permet d'aller chercher beaucoup plus de données. D'autres questions? On est à l'écoute. Sinon, on pourrait passer à la prochaine section du webinaire, qui est Charlotte Sarrazin qui va se joindre à nous. Donc, quelques petits instants pour se réorganiser. Merci. Tout au long des présentations, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des réflexions. Le clavardage est là pour ça. On est à l'écoute. C'est toujours intéressant d'avoir un échange avec les gens qui nous écoutent sur les sujets qui sont présentés et qui nous passionnent tous et toutes. Parfait. Donc, comme Antoine a dit, je m'appelle Charlotte et je suis agente de recherche et de développement pour les processeurs de pommes depuis mai. Puis, je vais vous présenter les résultats préliminaires du projet Essai et développement de logiciels de gestion de verger. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est dans le cadre du programme d'appui au secteur pommicole visant l'amélioration et de la profitabilité et des pratiques agro-environnementales de la financière. Donc, l'objectif, c'était de tester des outils numériques de gestion de verger afin d'identifier ceux qui pourraient être adaptés aux réalités québécoises. Donc, on a testé une application seulement, donc Crop Tracker. On a commencé avec 3, mais on a eu des petits enjeux avec les compagnies logicielles
puis avec des producteurs. Donc, on n'a pas eu plus de données, mais on a quand même les résultats pour Crop Tracker. On a testé ça avec Éric Saint-Denis. Donc, vous l'aviez vu la semaine passée au webinaire Modernisation et production. Puis, ça a été testé sur la saison complète pour la gestion des traitements. On a sorti 5 points forts et 5 points améliorés. Donc là, les 3 premiers. Donc, on a une gestion efficace des délais. Donc, les délais de réentrée puis les délais de récolte. Ça a un indicateur visuel pour confirmer si on peut retourner ou récolter. C'est un outil qui vient vraiment favoriser la sécurité des travailleurs puis la conformité réglementaire. Le deuxième point, c'était que c'était une interface simple et intuitive. Donc, c'était vraiment facile pour le producteur de rentrer ses traitements. Puis c'était quand même rapide. Il était capable de modifier vraiment en tout temps ses traitements. La troisième, c'était l'automatisation des paramètres techniques. Donc, il y avait un enregistrement automatique des doses, il y avait un output rate de pulvérisateur qui était pré-rempli, puis ça recalculait automatiquement les quantités si on faisait des modifications. Un avant-dernier point fort, donc il y avait une visualisation claire du verger. Donc, le producteur devait au début rentrer ses parcelles dans l'application. Puis après ça, il y avait vraiment des couleurs qui identifiaient ceux qui avaient été traités, où est-ce qu'ils étaient rendus dans la saison. Fait que c'était vraiment facile pour le producteur de suivre l'état de la saison. Et le dernier point fort qui a été noté par le producteur, c'était le potentiel d'amélioration de l'efficience. Donc, il a remarqué qu'il y avait vraiment un gain de temps, qu'il y avait une réduction des erreurs, puis ça standardisait beaucoup leur pratique. Maintenant, pour les points à améliorer. Donc, même si c'était un point fort, il revient ici dans les points à améliorer, c'est les délais de réentrée. Des fois, les délais de réentrée n'étaient pas les bons. Donc, c'était plus restrictif que les vrais délais de réentrée. Donc, là, il y a un exemple. La Strepto affichait 14 jours au lieu de 24 heures. Donc, des fois, ça peut être de la confusion réglementaire, puis ça peut nuire. C'est différent. Fait que ça, c'est certain qu'on veut des données fiables pour pouvoir bien travailler. Le deuxième, c'était des données incomplètes dans les rapports. Donc, des fois, il y avait l'absence de la quantité totale utilisée, absence de la superficie réellement pulvérisée. Puis ça, c'est des points qu'on va revenir un peu plus tard aussi dans les points améliorés. Donc, c'est des données essentielles pour analyser les coûts puis les bilans, pour faire les bilans des intrants. Donc, ça, c'est sûr que c'est un point à améliorer pour être certain d'avoir toutes les données nécessaires pour les rapports. Le troisième point à améliorer, c'était gestion des traitements partiels. Donc, ça, c'est en bordure, section ciblée, superficie affichée incorrecte lors de l'application partielle. Donc, par exemple, 34 acres à 5 plutôt que 5 de 34 acres. Donc, il a mentionné que c'était vraiment complexe avoir ces traitements-là ciblés dans l'application. Deux derniers points à améliorer. Donc, ça revient avec mes autres points, mon point numéro 2, donc données incomplètes. Donc, rapport trop détaillé. Donc, c'est très long, mais il manque de synthèse, c'est des données répétitives, puis il manque des données. Donc, il y a quand même de l'amélioration aussi à adapter ça au contexte québécois parce que des fois, les rapports ne sont pas avec les informations que le Québec a besoin. Le dernier point à améliorer, c'est la gestion des erreurs. Donc, c'est impossible d'effacer un traitement. Le spray plan n'est pas supprimable. Donc, tu peux modifier, mais tu es pris avec ce que tu as fait. Donc, ça, c'est sûr qu'après ça, si un opérateur a accès à ces traitements, ces plans de traitement-là, il peut avoir des erreurs de manipulation par la suite. Donc, c'est pas mal ça pour les points forts et les points faibles. C'est sûr que c'est un petit projet sur une année seulement. Il y a quand même du potentiel, donc on peut voir qu'il y a de l'efficience à gagner avec l'utilisation de logiciels similaires. Mais il y a encore de l'amélioration possible. Est-ce que vous avez des questions? C'est sûr que c'est pas moi qui l'ai testé personnellement, fait que c'est certain que je ne peux pas parler pour les producteurs, mais j'ai quand même eu le retour des producteurs. C'est quoi les nouvelles, là? Je l'ai dit que j'entendais comme un des points. En fait,
les superficies partielles, en fait, Ouais. difficiles à renseigner, ben, moi, je vais vous présenter l'outil Auchan, en fait, mais c'est toujours c'est difficile dans les systèmes informatiques comme de réussir à bien simuler ça, ou bien enregistrer, en fait, des portions de traitement à partir du moment où on a fait un gros plan de ferme, qu'on a tout détaillé. C'est un enjeu. C'est pas facile à faire et à rendre, en fait, en rapport avec. Un lien. Ouais, ça peut être un enjeu. Ben oui, certainement. Et là, c'est ça, dans le fond, Jean-François va présenter son logiciel Auchan, qui est pas mal utilisé dans la vigne, mais qui est quand même utilisé dans le monde agricole aussi. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne, sinon? Il y a quelqu'un qui est en train de taper une question. On peut peut-être attendre C'est juste bon. deux secondes. C'est de la pression. Peux-tu me donner mon téléphone? Je peux regarder les questions. C'est plus un commentaire, une question, mais ça peut faciliter la gestion de l'annexe H1 de Canada Gap. Donc, Ok. vraiment pour les traitements, mais là, on ne m'entend pas. Vous pouvez répéter ce que je suis en train de dire. Oui, donc quelqu'un dit que ça peut faciliter la gestion de l'annexe H1 Canada Gap. Je ne sais pas c'est qui, ça dit unknown user, mais est-ce que je peux poser une question à l'utilisateur inconnu? Est-ce que vous avez utilisé Crop Tracker? Les trois petits points. C'est une question, en fait. Ah! Il manquait le point d'interrogation. Oui, probablement, il y a pas mal de rapports qu'on peut sortir de l'application. Les rapports spécifiques, ça reste à confirmer, là, mais si tu veux, envoie-moi un courriel, puis je vais pouvoir valider avec toi si c'est un rapport qui est inclus dans ce logiciel-là. Si je ne me trompe pas, il y avait comme une prémisse là-dedans de dire qu'il y a du stock, mais c'est pas nécessairement axé sur ça. Ça peut aider, mais. Et quelqu'un qui tape Oui. encore. On va attendre. Je vais répéter ce que je dis parce que je ne sais pas si on m'entend. On mais m'entend. les producteurs en Ontario s'en servent beaucoup pour ça, pour Canada Gap, là, les registres de traitement. Parfait. Donc, je pense qu'on peut passer à la troisième présentation. Sinon, je reviendrai aux questions par la suite. Donc, ce ne sera pas bien. Bon, moi, je vais musicale. Comment choisir le logiciel à tester? Dans le fond, on est allé par recommandation. On était supposé avoir 3 logiciels de tester dans le projet. Finalement, on a terminé avec juste un. Donc, c'est vraiment la coopération de la compagnie. L'accessibilité aussi, savoir si c'était déjà quelque chose qui était facile à amener chez quelqu'un. Mais c'est certain qu'on va faire d'autres tests sur d'autres logiciels parce qu'on ne veut pas seulement avoir un exemple de logiciels à partager. On veut vraiment être capable de les comparer entre eux pour que les gens puissent prendre une décision plus éclairée. Donc maintenant, vous allez pouvoir sortir vos téléphones. Donc, je vais voir, il n'y a toujours personne dans le Mentimeter. Donc, on va vous poser des petites questions, un petit sondage par rapport à vos pratiques, en même temps que Jean-François va faire sa présentation. C'est bon. C'est bon? Mais on va les laisser encore. On a 17 participants, donc on est 11 sur 17 maintenant. 12. 12. C'est bon, tu peux- 13, ça va vite. Bon. Tu peux utiliser les flèches. Ah oui, je pense que Ça va être plus facile que. la souris, après, on contrôle. Encore un peu. Je pense qu'on peut commencer. De toute façon, on n'a pas les questions tout à fait tout de suite, là. Ouais, parfait. Flèche de droite. Ah, flèche de droite. Parfait. OK, donc oui, moi on m'a demandé de faire une présentation sur Auchan.ca. Donc, Auchan.ca, c'est une plateforme, un site web en fait, que j'ai développé. Donc, je vais peut-être me représenter à nouveau. Donc, moi, je suis Jean-François Péloquin, je suis agronome, je fais du conseil depuis le début des années 2000. Au départ en grande culture, et puis après, j'ai commencé à travailler en viticulture à partir de 2006. Et puis, moi, depuis le début que je fais du conseil, j'ai toujours été un peu comment je dirais, un peu ambivalent avec ma façon d'aller dans le champ au début avec un papier-crayon, en fait, pour prendre mes notes, en fait, puis ensuite essayer d'envoyer ça à mes clients. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, en fin de compte. Puis je trouvais surtout que
je cumulais beaucoup d'informations à force que je n'avais jamais le loisir de réussir à récupérer plus tard. Et ça m'a toujours un peu gossé, puis c'est rendu autour des années 2000. En fait, je pense que là, je vais m'avancer avec la flèche. Oui, je vais aller dans mon historique, je vais vous dire au fur et à mesure ce que c'est, en fait, mais moi, j'ai commencé, c'est ça, donc autour de 2011, j'étais encore au carnet de papier, c'était le début des tablettes à l'époque, là, et puis j'ai commencé, j'avais la chance d'avoir un ami qui était programmeur, on a fait une première version d'un espèce de petit outil embarqué sur une tablette qui a été un flop monumental en 2011, ça n'a pas marché. Mais on est arrivé déjà la deuxième année en 2012 où on s'est dit, là, c'est plus un site web, ça prend qu'il y ait de l'interactivité, que je puisse comme, communiquer avec mes clients, que je puisse, et que eux autres aussi puissent comme réussir à travailler, puis qu'on puisse se partager de l'information. Donc, on a fait un site web à partir de là, qu'on a ouvert doucement à mes collègues en viticulture. Et puis c'est ça. Donc, à partir de 2013, c'est là que ça a déboulé. 2013, j'ai réussi à avoir une subvention via la stratégie phyto pour continuer à ouvrir le système, l'ouvrir à tous mes collègues en viticulture. Et c'est à partir de là que ça a commencé vraiment à se développer davantage. Et j'en avais fait une petite présentation et j'ai été approché en 2014 par Yvon Morin, le club en pomiculture à l'époque, qui voulait avoir la même chose. Parce qu'au début, on avait un système qui s'appelait Viticulteur en ligne. Ensuite, on a fait un deuxième système qui s'appelait le pomiculteur en ligne. Alors, on avait deux affaires en parallèle qui fonctionnaient. Ça devenait un peu difficile à gérer. On a tout mergé ça en 2015 pour que ça devienne Auchan.ca. Et là, on pourrait l'ouvrir à nos cultures éventuellement aussi, moyennant un petit peu d'adaptation. Mais l'idée, c'est que c'est un système qui permet de faire de la gestion pour l'agronome, de faire sa gestion client, faire son dépistage, de faire des recommandations phyto, de faire des rapports de visite, et au client, lui, de s'y retrouver, de voir ces choses-là, puis ensuite de ça, de pouvoir consigner de l'information de ses pratiques dans les registres. Donc, c'est essentiellement la plateforme, c'est ce qu'elle propose de faire. Et donc, au fur et à mesure, de petit projet en petit projet, on a rajouté des outils via l'Association des vignerons du Québec, entre autres à l'époque, là, où on a un outil pour faire l'IGP, et maintenant même un outil qui permet aux conseillers de transférer directement des informations au réseau d'avertissement phytosanitaire pour produire les avertissements en ligne. Donc, tout le monde sauve un peu de temps. Et donc, voilà, on est parti de quelque chose d'une vue schématique. C'est essentiellement un dossier d'entreprise qu'on a en ligne, en fait, et pour lequel l'agronome, il fait des observations, des recommandations, des notes. Le vigneron peut les voir, il va poser des actions qu'il consigne dedans, en fait, et l'agronome va recevoir ça, et donc tout le monde travaille ensemble. L'idée, bon là, j'ai vigneron à droite, je recycle le slide, je suis désolé, j'aurais pu mettre. Mais c'est vrai que les pomiculteurs peuvent l'utiliser aussi, mais c'était pour faire un peu en lien avec mon historique, pour dire qu'on a rajouté évidemment un genre de grosse base de données sur les produits phyto là-dedans, parce que c'est ce qui nous permet de faire des recommandations, de faire les registres également, qui est très difficile à entretenir, parce qu'il y a énormément de choses là-dedans. Donc, les conseillers, on est plusieurs à mettre les informations à jour dedans. Mais c'est un enjeu. Donc, un outil pour faire les avertissements phyto et transférer de l'information aux collaborateurs du RAP. Un autre outil avec des accès pour Écossaire pour gérer notre IGP des vins du Québec. Donc, il y a d'autres utilisateurs tiers qui font complètement autre chose que ce que les vignerons font là-dedans. Et éventuellement, là, ce qu'on rajoute ce printemps-ci, je suis très content. Sage Pesticide, pour ceux qui ne le savent pas, comme il est en refonte, encore une fois, mais qui va être vraiment amélioré. Et dès le printemps, ils ont inclus ce qu'il n'y avait pas auparavant, en fait, une API qui permet à des sites tiers de pouvoir communiquer avec la grosse base de données de Sage, en fait, et on est, nous, la première application qui va pouvoir le tester. Là, on a reçu l'API, on est en train de gosser dedans pour voir comment on va réussir à faire ça, mais c'est un gros plus pour nous autres, en fait, parce que ça nous permettra d'avoir tout le temps de l'information qui est à jour sur les produits phyto. Donc, je vais tout de suite passer le reste de la présentation, ça va être des saisies d'écran du système avec intercalé de petits sondages, en fait. Là. Mais grossièrement, pour utiliser Auchan, en fait, c'est la diade agronome comme conseiller, je veux dire, plutôt avec le client, donc autant un pomiculteur qu'une entreprise viticole. Et l'idée, c'est qu'il faut définir d'abord l'entreprise. Comme évidemment, ces systèmes-là, c'est toujours un peu la difficulté de s'y lancer au départ. C'est qu'il y a quand même une espèce de courbe d'apprentissage. Il faut comme monter son dossier d'entreprise, monter son plan de ferme, rajouter ses équipements, puis commencer à apprendre à comment ça fonctionne. Mais évidemment, il y a toute cette base-là qui doit être faite au départ. Souvent, c'est l'agronome qui va définir son client. La manière dont fonctionne Auchan, c'est un peu ça. C'est souvent, ça part du conseiller, puis le client ensuite, donc le viticulteur ou le pomiculteur va pouvoir embarquer, en fait, pour faire son suivi avec l'agronome et pour ensuite utiliser les registres. Donc, après avoir défini l'entreprise, ça nous permet d'avoir des outils pour l'agronome, des outils pour le vigneron, puis d'autres types d'outils que je ne montrerai pas l'ensemble, là, mais comme ça en fait état sur cette slide-là. Donc, voilà, je tombe sur une saisie d'écran maintenant, puis là, ça va être ça jusqu'à la fin. En fait, donc,
on a un système qui est un site web. Nous, c'est un truc que je développe, moi, comme avec à coup de petites subventions de fois en fois. Je ne suis pas une entreprise de développement informatique, mais l'idée, c'est qu'on a fait des choix pour que le développement coûte moins cher. Et donc, on n'a pas d'application Android ou d'application pour comme un iPhone, par exemple. En fait, ce qu'on a, c'est un site web. Un site web qui s'adapte à la taille de l'écran qui en demande l'accès. Et donc, il va être optimisé pour une vue sur cellulaire, en fait, fonction des endroits. En fait, pour les parties qui sont le plus susceptibles d'être utilisées au chat. Donc, le système, il se présente comme ça. On a, pour le client, il va arriver dans une page, atterrir dans une page où il y a des grandes tuiles, comme celle-là, dans lesquelles on va accéder aux différentes sections du système. On a des éléments dans le haut, le bandeau, là, on a Mentimeter qui est là, mais essentiellement, il y a une messagerie qui permet à l'agronome de vous envoyer de l'information de dépistage, quelque chose comme ça. Il va avoir... en fait, l'accueil va toujours un peu fonctionner de la même façon. Vous avez les grandes tuiles. Quand on les survole, la grande tuile, il y a parfois des 3 petits points ou un plus qui apparaît dans le coin droit qui vous permet d'accéder aux différents types de formulaires pour entrer une information. Dans ce cas-ci, je suis dans le registre, donc j'utiliserai ce canal-là pour entrer une pulvérisation, par exemple, en allant sélectionner pulvérisation dans cet endroit-là. Ou encore, si je clique directement sur la grande tuile qu'on avait là, bien là, je vais tomber dans la liste de toutes les informations qui ont été saisies depuis le début. Dans ce cas-ci, je suis dans le registre de pulvérisation. Donc, on a un à suite de l'autre toutes les informations, toutes les saisies de pulvérisation qui ont été faites. D'une manière, disons, un peu synthétique, il y a une dose hectare, puis plus ou moins les blocs. Ce n'est pas la vue rapport qui est intéressante, c'est vraiment la vue, celle-ci, où on cumule l'ensemble des choses qu'on a enregistrées. Donc, on peut passer dans cette vue-là pour ajouter, pour aller voir des rapports. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Parce que d'abord, je vais juste finir de vous montrer mon accueil, où on a comme une espèce de petit, je vous ai encerclé en haut à gauche les 3 petites lignes. C'est une manière d'accéder plus rapidement à n'importe quelle section du système. C'est disponible sur le téléphone également, donc ça me permet de sélectionner exactement là où on veut se rendre. Et ensuite de ça, ma dernière slide ici, c'était pour vous montrer que mon affichage, si vous voyez à gauche, j'ai comme la même page qui est en arrière, en fin de compte, qui se retrouve sur le cellulaire. Donc, ça s'est optimisé, comprimé pour être capable de l'utiliser sur un format cellulaire. La même chose pour les constats de dépistage. On voit ici un rapport de visite qui a été fait par un agronome, en fin de compte, dans le milieu, ou encore une fiche technique d'un produit que vous voyez à droite. Allez, on y reverra plus tard, de toute façon. Alors, question Mentimeter, c'est qu'est-ce que vous utilisez le plus comme outil pour gérer pour faire vos registres, en fait. Comme on a donc la tablette, le téléphone intelligent, l'ordinateur, les papiers crayons, je me souviens absolument de tout, je n'ai pas besoin de notes. Bref, la question, c'est de se dire, qu'est-ce que vous utilisez essentiellement comme outil pour concilier vos informations on va dire, de traitement phyto dans ce cas-ci, mais en tout cas, vos registres divers et variés. C'est un petit peu de temps aux gens pour répondre. L'ordinateur est populaire. Oui. Juste pour que les gens soient certains, il faut absolument cliquer sur Submit si vous voulez que vos résultats soient comptabilisés. Ah, plus. Quand même, hein? Ouais, téléphone intelligent, ordinateur. Papier crayon, il y a quand même une personne. Il est ici. Je vais te demander si. Ah, mais il y en a d'autres qui sont plus. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, si on n'a pas de réponse, on peut quand même continuer. Là, c'est bon. Donc, ordinateur, c'est l'ordinateur qui se dégage du lot. Ouais. C'est très bien. Alors, je vais passer à l'autre question. C'est comment se déroule votre communication des recommandations agronomiques entre le conseiller et le producteur? Donc, vous recevez ces informations-là par téléphone, c'est verbal, courriel ou texto, rapport imprimé, manuscrit, ou il y a d'autres façons. En fait, donc, voilà. Quel était votre... Je ne sais pas trop c'est quoi, mais j'ai donné l'option au cas où pour savoir si peut-être qu'ils ont des techniques un peu atypiques. OK, c'est vraiment 50-50. Ah ouais, c'est ça. OK. C'est plus par courriel, texto, beaucoup. Ouais. Ouais, fait que plus les écrits. Ouais, mais il y a du verbal quand même. Oui, c'est ça, téléphone verbal. OK, bon, il y a 9 sur 14. Donc, je continue ma présentation 10. Ça monte sur courriel texto. Excellent. OK, il y a une note écrite. Alors, je m'en vais à l'autre. Ouais.
Je continue, reviens sur ma page d'accueil et je m'en vais dans une case. Je vais vous montrer quelques sections du système. Essentiellement, c'était pas anodin que je pose des questions sur le conseil avec l'agronome, mais en fait, c'est comment je vais vous montrer une section du système qui permet de faire un peu l'agglomération de toutes sortes de données de suivi agronomique. Donc, c'est celle que j'ai surlignée là, que vous voyez à gauche, tableau de bord. Donc, j'y clique, ça s'appelle le suivi agronomique. Alors, vous avez ici une vue d'ensemble qui se trouve à marcher un peu en onglet, là. Vous avez, est-ce que ça marche le point? On voit ta souris. On voit ma souris? Voilà, parfait. Donc, il y a essentiellement, c'est une vue qui s'ouvre toujours en date du jour. Là, pour fin d'exemple, c'est une saisie d'écran qui est faite au 10 juin 2025. L'idée, c'est que le système, il va agglomérer toutes les informations qu'il y a jusqu'à la date du jour où on y monte pour l'année en cours. Donc, dans ce cas-ci, au 10 juin comme 2025, j'avais déjà 9 rapports de visite. Donc, ils seraient là, un à la suite de l'autre. On pourrait défiler vers le haut pour voir chacun de ces rapports-là. Si je clique sur un, et c'est pour ça que je l'ai encerclé en rouge, sur un rapport, là, vous allez l'avoir sous format plus de messages, en fin de compte, pour pouvoir le lire dans son entièreté. Et ensuite de ça, à partir de cette même vue-là, vous pourriez également aller à droite, en fait, les faire ici, en fin de compte, les lire directement sur la page. Cette même vue-là vous permet de voir les recommandations versus les traitements ici. Donc, si vous cliquez sur le deuxième onglet de cette vue, ouais, et vous avez donc vos recommandations à gauche qui ont pu être faites par l'agronome, puis à droite, les traitements que vous avez saisis depuis le début de la saison jusqu'en date où vous faites afficher le rapport. Donc, c'est sûr que l'avantage de ça, d'un tableau comme ça, c'est que vous pouvez aller à n'importe quel moment sur la date et faire afficher ce tableau-là, si vous avez de l'information dans le système, sur la même chose à pareille date l'année passée, par exemple, ou même chose à pareille date il y a 2 ans, comme où on était rendu, est-ce que j'avais autant de traitements ou pas. Le code de couleur, c'est-tu l'indice de risque? Non, le code de couleur était comme, ça c'est modifiable, là, en fait, là, mais l'idée du code de couleur, c'était plus comme c'est un système que tu irais à chaque jour, en fait, l'idée. C'est que c'est un délai. En fait, les traitements qui ont 7 jours, moins de 7 jours sont en vert. OK. Et les traitements qui sont comme plus de 7 jours, ils sont en jaune. Puis dès lors qu'ils ont plus de 14 jours, ils sont en comme. C'était l'idée. On peut raccourcir ça. C'est comme. Voilà. C'est une façon de rendre un peu plus l'affichage un peu plus dynamique. Après ça, par contre, je l'ai entendu, là, tantôt, je trouve que c'est des idées intéressantes. Est-ce que je peux retourner dans le champ ou ce genre de choses? Ouais. Des espèces de systèmes d'alarme, ça serait très faisable. Avec les données de storage, tu vas tout avoir Ben, tout à fait. données, fait que tu peux Ouais. intégrer. Oui, exactement. Donc, à partir de cette vue-là, donc, on a toutes sortes de boutons en haut qui permettent d'accéder à d'autres endroits du système. Là, je vous montre vite fait où on va pour. J'ai encerclé rapport journalier des dépistages là-haut. Donc, je clique là-dessus et j'arrive dans encore une fois, le système va avoir aggloméré toutes les données de dépistage qui ont été faites pour une journée donnée. Dans ce cas-ci, le système s'est mis sur la date du 17 juin en haut 2025. En fait, c'est le dernier rapport de visite, par exemple. La page va s'ouvrir sur le dernier rapport de visite qu'il y a dans le système. Après, on peut aller dans l'outil de date, en fait, et sélectionner n'importe quelle autre date de rapport. Et l'idée, c'est que le système, il prend tous les formulaires de dépistage qui ont été enregistrés par un agronome ou un dépisteur ou un technicien et les agglomère sur une même date et produit un rapport comme celui-là, en fait, qui est un genre de rapport en accordéon, en fait, qu'on déplie. Donc là, les insectes sont ouverts. On voit que j'ai 30 tordeuses à bande oblique dans un piège de TBO. Et puis, si j'ouvre, par exemple, la section du POC, j'ai indiqué ici, nombre d'arbres avec des gosses sur fruits, là, on va avoir une autre section qui va s'ouvrir. Donc, on déplie chacune des sections pour aller voir les résultats. Donc, j'ai encore l'observation de rendement en bas. Donc, ça vous permet d'avoir une vue du dépistage qui a été comme fait par les techniciens qui sont passés. Ces vues-là sont imprimables, on peut les générer en PDF et tout ça. Si on va, encore une fois, c'est un peu la même chose que l'autre, le suivi agronomique qu'on voyait plus tôt. En fait, si je vais dans mon outil de date, vous allez voir que le calendrier, à chaque fois que j'ai une date pour laquelle j'ai des formulaires de dépistage, il apparaît en gras. Donc, on peut basculer rapidement vers juste l'année antérieure, par exemple, en fait, et voir si j'allais, par exemple, ici, je pourrais aller sélectionner 2024. Je verrai tout de suite où sont mes autres dates de dépistage. Puis là, ben, je vois qu'en 2024, au 17 juin, j'avais un rapport de dépistage. Puis dans ce cas-ci, ben, j'avais beaucoup plus de tordeuses à bande oblique, par exemple. Donc, je peux tout de suite basculer. C'est que ça permet, au fur et à mesure où on a vraiment de la donnée de saisie dans un système comme celui-là, que ce soit celui-là ou un autre, c'est que ça permet tout de suite de pouvoir revenir en arrière, en fait, puis comparer avec ce qu'on vit dans la situation actuelle. C'est l'intérêt principal d'un système comme celui-là. Donc, voilà, là, j'ai un autre sondage, une autre question. La source d'information principale au sujet des produits phytosanitaires.
vous invite à répondre à ça. Étiquette du produit. Alors, on a comme message pesticide, site web de l'ARLA, l'étiquette du produit, mon vendeur, mon conseiller ou autre. C'est une petite minute pour répondre à ça. Je suis curieux. Ben oui. Je vais parler des informations sur les produits phyto après. Donc, N'oubliez pas de faire submit. On se rappelle, là, c'est le petit bouton en bas. son forçage, c'est pas mal quand même. C'est bon. C'est l'étiquette du produit principalement, puis sage pesticide, très peu sur le site de l'ARLA. Puis comme très peu, mon vendeur, mon conseiller. Je m'attendais à avoir de la réponse là-dedans, moi, quand mon vendeur, mon conseiller. C'est pas mal. Alors, j'en arrive je reviens plutôt à mon suivi agronomique, là où je vais comme mes recommandations des traitements. Donc, si vous travaillez avec un agronome chez vous et que vous utilisez le système comme ça, il peut vous faire des recommandations phyto qui vont être en tout point conformes à ce qu'il devrait faire avec toutes les informations pertinentes pour faire le traitement. Vous pouvez y accéder à ces recommandations-là en cliquant sur la section recommandations que vous avez en haut ou encore dans cette vue sommaire-là. Si vous cliquez sur la date, vous allez accéder avec la souris tout le temps. Vous allez accéder à une vue rapport. En fait, là, évidemment, il manque de place, là, mais ça, c'est le début du rapport. Avec la fin du rapport, en fait, tout clean, avec toutes les informations. On pourrait aller jusqu'à, si on a tout configuré dans le système avec les pulvérisateurs, les réglages, on peut aller jusqu'à dire, prends tel pulvé avec tel réglage, en fait, et tu vas mettre tant de produits dans ton pulvé avec ce réglage-là pour aller dans tel champ. Donc, c'est un peu l'intérêt du système. Là-dessus. En fait, donc, vous allez avoir de l'information. Donc, ces informations-là de produits phyto, ils viennent donc de notre base de données de produits phyto qui est mise à jour à partir des données de SAGE, manuellement, jusqu'ici, mais qui devrait être plus automatisé maintenant. Donc, j'attire votre attention sur une petite fonction qu'on a à partir du rapport de recommandation qui est importé vers le registre. C'est une fonction qui nous permet de faire, j'ai reçu une recommandation de mon agronome, je peux l'importer directement dans mon registre de pesticides et la modifier au besoin, si jamais ce n'est pas tout à fait ça qui a été fait. Donc, ça m'amène à vous poser la prochaine question. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour consigner vos applications de produits ou de fertilisants pour produire vos registres? Est-ce le papier crayon? Tout est dans ma tête. Principalement Excel, ou des outils informatiques. Bon, j'ai mis AgroPomme, je sais qu'il y en a un à Gaspard, Auchan ou autre chose. Crop Tracker, par exemple. Donc, Excel, qu'on voit qui sort ici. C'est là. Moi, je m'attendais à voir Excel qui sort. Ça fonctionne. Ça fonctionne quand même bien, Excel. Quand on est habitué et on a nos feuilles, c'est sûr que ça va bien. Donc, je vais continuer. En fait, donc, on voit que c'est Excel qui est dominant comme outil informatique. Je vous laisse continuer à répondre aux questions. Je vais poursuivre ma présentation. Si vous voulez, vous pouvez aussi écrire c'est quoi votre outil que vous utilisez dans le chat, juste si ça vous tente, si vous voulez partager. Oui, tout à fait. Donc, je vais maintenant aborder la section des traitements phyto. Donc, je vous disais qu'à partir d'une recommandation, on peut importer les informations dans son registre, ou on peut aussi directement aller les entrer dans la section traitement ici. Donc, je m'en vais dans ma section traitement et là, je pourrais entrer un produit. Je vais juste vous montrer la vue ici. On a différents types de rapports pour les traitements phyto. Donc, on a un premier registre qui est très long, en fait. Tu disais tantôt, dans l'autre outil, il y a beaucoup d'informations, des fois, les rapports sont trop longs, tout ça. Celui-là, il est très long, mais on a un outil qui nous permet de filtrer en haut. En fait, l'idée, c'est vraiment, c'est bloc par bloc, là, un après l'autre. Donc, on sait que, s'il y a 20 pulvérisations ou plus, il a fini par faire quelque chose de très, très long, ça. Mais celui-là est très succinct. C'est celui où on a de l'information, essentiellement le nom du produit, la date, les quantités de produits utilisés à l'hectare et la quantité de bouillie. Donc, il est assez succinct. On en a un autre qui est plus de type Canada Gap. Ça, je me rappelle, à l'époque, c'était la demande de Yvon Morin, d'ailleurs, comme registre des traitements détaillés. Donc, c'est la même chose. Le système, ce qu'il va faire, plutôt que de vous les afficher un à la suite de l'autre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une analyse de, OK, quels sont mes blocs ou mes champs qui ont été tous pulvérisés exactement de la même manière. Et là, il les réunit. Dans ce cas-ci, on voit que le client, il a tout fait pareil à grandeur. Donc, tous les blocs se retrouvent là. Mais dans ce cas-ci, on va avoir quelque chose qui va être conforme à ce que le Canada Gap demande, en fin de compte, donc avec la date, toutes les informations, le numéro du produit à l'ARLA, les matières actives,
Là, dans ce cas-ci, on voit que dans le registre n'a pas été rentré le ravageur qui était ciblé. Il faudrait éventuellement voir ça, mais on a jusqu'à l'opérateur avec son numéro de certificat et les délais, etc. Donc, les conditions météo, si on les a saisies. Donc, ça permet d'avoir un registre conforme. Et donc, pour avoir ces registres-là, il faut les entrer. Soit on utilise une recommandation qui a été faite par un agronome, ou alors on les rentre toutes manuellement. Manuellement, évidemment, ben là, il y a beaucoup d'informations saisies. Il faut quand est-ce qu'on l'a fait, qui l'a fait, quelle était la météo au moment où En fait, il y a beaucoup de ces choses-là qu'on n'est pas obligé de rentrer, mais ce sont des bonnes pratiques de le faire. La météo, ce ne sont pas des champs qui sont obligatoires là-dedans. Mais quand même, donc il peut y avoir quand même passablement d'informations à utiliser, donc à entrer. Donc, si on a déjà des recommandations qui ont été préfaites, moi je travaille un peu comme ça avec certains de mes clients, j'ai déjà une banque de recommandations qui peut être faite pour mon client d'avance, en fin de compte, parce qu'on sait qu'on va utiliser tel et tel produit, et lui il peut aller comme prendre ces traitements-là et ensuite de ça l'envoyer dans son registre directement et d'y modifier quelques petits éléments. Ce qui va donner quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas-ci, le client utiliserait une recommandation, il prend le QI 53, et donc, on tombe dans le formulaire, en fait, et là, ce qui est, bon, on entre directement à la date du jour, on suppose que le produit est appliqué aujourd'hui, et il ne reste plus qu'à ajouter l'employé et la météo, puis ensuite de ça, de faire des corrections dans les autres sections qui sont en bas du formulaire, qui sont comme la superficie, à quel endroit on le fait de traitement, et comment on le fait, donc la quantité de bouillie ou la quantité de produits utilisés. Et tout ça se ramasserait donc dans notre registre de traitement phyto qu'on peut ensuite imprimer, générer en PDF. Donc, voilà pour le registre. Mon dernier sondage, je pense. De quelle façon vous faites la tenue de votre inventaire de produits phytosanitaires? Donc, je ne fais pas de tenue d'inventaire, j'ai tout ça dans ma tête. Je fais la tenue une fois par année à la fin de la saison. Je tiens mon inventaire en temps réel. Que la compilation se fait au fur et à mesure des entrées et des sorties. C'est comme une petite seconde, quelques secondes pour remplir tout ça. Alors, évidemment, je vous pose la question simplement parce qu'on a développé un outil pour faire l'inventaire de produits phytosanitaires. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait au départ. C'est quelque chose qui s'est rajouté dans la dernière année et demie, je dirais, puis qu'on vient de compléter, puis qui m'amène vraiment vers de nouvelles perspectives là, que je n'avais pas soupçonnées au départ. Et qui sont plutôt intéressantes. Donc, on voit qu'une fois par année, en fin de saison, donc on va continuer. Alors, je vous amène vers l'inventaire de produits phytosanitaires ici dans le bas. Donc, c'est l'espèce de grande tuile que je vais s'appeler en rouge. Alors, si je clique sur cette tuile-là, alors là, on n'a pas tout à fait le comportement qui se passerait si j'y accédais directement dans l'outil aujourd'hui, puisque la page va s'ouvrir en date du jour tout le temps. La page s'ouvre en date du jour, puis essentiellement, elle calcule les entrées et sorties comme pour l'année. Donc, si on y était allé aujourd'hui, on n'est pas le 27 février, évidemment, il y aurait probablement absolument rien comme en termes de mouvement d'inventaire sur la droite. Puisqu'à droite, ce sont les mouvements d'inventaire. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis une saisie d'écran de ce registre-là, tout cet inventaire-là, en date du 31 décembre 2025, ce qui fait qu'on a l'équivalent, on a tous les mouvements d'inventaire de l'année. Donc, toutes les pulvérisations ont été débitées de l'inventaire, en fait, puis à chaque fois qu'on achète des produits, qu'on les saisit dans le système, ben, ils sont comptabilisés en ajout, en fait, on voit sur la droite ici. Ce que ça permet de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on accède à cette page-là, ben, on a notre solde en continu de où on est rendu, en fait, fonction de si on a renseigné les informations pertinentes, là, en fait. L'idée qui est intéressante là-dedans, c'est là, ça m'amène à plein de petites nouveautés. Tu vois, l'inventaire maintenant, ben, l'agronome le voit aussi. Donc, si on utilise le système pour faire des recommandations, ben, on voit ce qui reste en inventaire. Donc, on peut aider à finir des fonds, des fois, c'est intéressant. Quand il reste des petites quantités, ben, on peut essayer de passer les choses. Si on voit qu'il manque vraiment quelque chose, on peut déjà en avertir le client rapidement. Donc, c'est très intéressant d'avoir ça en continu et en temps réel. Alors, modifier l'inventaire, comment on le fait? Il y a deux façons. Essentiellement, on peut entrer des achats sur un formulaire assez simple dans lequel on fait juste ajouter des lignes, on choisit des produits. On met une quantité d'unités, puis le coût total qu'on vient d'acheter. C'est ça, je dis. Quand je dis qu'on a mis une année et demie, au début, on n'avait pas la partie coût, on vient de la rajouter cette année. Et c'est là que ça nous amène toutes sortes de belles possibilités. Donc, on peut renseigner ces informations-là. On peut utiliser l'autre qui est ajuster les valeurs d'inventaire parce que on n'est pas dans des tableaux Excel là, quand on gère des entreprises agricoles, au sens où, tu sais, si tu dis que tu mettais 7 kilos pour faire, tu sais, ça te prenait 7,14 kilos pour faire ta pulvérisation.
Ça se peut des fois qu'il y ait des kilos qui se perdent. En tout cas, il y a des grammes qui se perdent ici et là. Donc, ça demande des fois de faire un ajustement d'inventaire. Donc, le système, il fonctionne, qui remonte toutes les lignes qu'on a de produits en inventaire. L'idée, c'est qu'on fait juste, à la date où on décide de faire une correction d'inventaire, on renseigne le solde où on est rendu. Mais le système va ajuster. S'il a calculé qu'il nous restait 10, comme 10 litres de Bioprotect Plus, ben, finalement, comme on voit qu'on en a 9, mais on va mettre 9 dans le solde, en fait, puis le système calcule qu'il en enlève un d'inventaire. Et donc, tout ça pour dire que la voix, clique la souris. Oui. On se retrouve donc avec une belle banque d'informations pour commencer à mettre de l'information supplémentaire à différents endroits qui est intéressant. Et c'est vrai, j'aurais un dernier sondage que je vous fais en fait. Est-ce que, par rapport aux produits phytosanitaires que vous utilisez, est-ce que vous connaissez bien vos coûts d'application? Et donc, est-ce que vous faites des suivis précis des coûts liés à vos produits phytosanitaires? Vous faites un suivi global? Vous faites un suivi global, mais vous ne connaissez pas vraiment les coûts annuels? Bref, on a les 4 petites réponses ici. En fait, je vous invite à remplir ça. Je vous laisse 2-3 minutes pour une petite minute. Pour remplir ça. Donc, je ne fais pas de suivi précis des coûts liés à mes produits. Je fais un suivi global et je connais approximativement mes coûts annuels de produits. Je fais un suivi global, je connais mes coûts annuels par type de produit. Ou je fais un suivi détaillé, je peux distinguer mes coûts selon les types de produits, les parcelles et ou les cultivars, ce qui oriente mes choix. Donc, on voit que ça s'enligne plus vers je fais un suivi global. Donc, je vais continuer doucement ma présentation. 7/14. Alors, continuez à répondre. Si vous, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer vers mon autre tuile ici. Donc, alors, c'est ça. À partir de l'inventaire, ce qu'on a ajouté, et ça, c'est la suggestion de producteurs. Hein, ce système-là, on le développe vraiment par itération successive. Là, à chaque année, typiquement, depuis 2012 ou 2013, je rencontre des agronomes au moins une fois par année pour qu'on fasse des améliorations. Et dans les dernières années, j'ai commencé à rencontrer davantage de clients également pour me rajouter des choses. Et ça, c'est bien de suggestion de clients. C'est-à-dire que là, on a maintenant l'inventaire. Et puis, c'est intéressant. Moi, j'ai un client qui me disait, moi, j'aime bien ça, ton inventaire, mais ce que je veux, c'est comme quand je suis dans mon armoire à produits, j'aimerais ça savoir vite si je peux l'utiliser. Les délais de ce produit-là sont plus bons pour moi. Et donc, ce qu'on a rajouté à partir de l'inventaire, vu que ce sont les produits qu'on a en stock, et là, j'ai encadré le cumulus, c'est comme si on clique sur le produit, il devient un hyperlien. Et on va avoir, donc, là, regardez pas à droite, ça, c'est la vue sur téléphone intelligent pour vous montrer qu'on l'a aussi sur le téléphone, puis c'est très visible. Là. Mais l'idée, c'est qu'on affiche un pop-up où on met les informations importantes au niveau de l'utilisation du produit, conditions de succès, les délais en retour au champ, comme la plage de dosage. Et ensuite de ça, si on a rentré nos coûts dans l'inventaire, on est capable de faire le suivi des coûts. Et donc là, on voit dans ce cas-ci que j'ai des achats en 2024 et en 2025. Notre système va calculer un coût unitaire pondéré pour les produits de 2024 et un coût unitaire pondéré pour les produits de 2025. Puis on voit déjà qu'on a payé plus cher en 2025 qu'en 2024 pour les produits. Ce qui est probablement normal parce qu'il y a toujours l'inflation, mais tout de même. L'idée, c'est qu'avec le fait de nourrir l'inventaire avec nos coûts réels, moi, je suis capable de vous calculer vos coûts réels après dans le registre, en fait, directement. Mieux que ça, c'est que là, on commence, vu que plusieurs personnes commencent à entrer de l'information à même le système, on peut aussi faire des coûts moyens de produits. On prend la somme de tous les inventaires de tout le monde, on regarde qu'est-ce qu'ils ont renseigné comme coût, on les dénominise, on enlève, on n'a pas les noms, on fait juste faire des tools de moyenne pour voir quel est le coût moyen. Et puis, on peut permettre donc des comparaisons entre clients après ça, en fin de compte, ou plutôt, on peut. Le client pourra voir en fait quel est le coût moyen qui a été payé de tous les inventaires. Vous le voyez en bas, ici, là, dans la page au milieu. Le coût unitaire moyen de tous les inventaires d'Auchan. Évidemment, là, on commence. On n'a pas encore beaucoup d'informations dans le système, mais c'est comme une avenue qui est très intéressante en fait pour la suite. Donc, vous allez voir là des coûts pour le produit en tant que tel, mais la différence maintenant, c'est que, alors je vous montrais ma vue registre tout à l'heure que je disais qu'il y a peu d'informations. Mais là, ce que ça nous permet, c'est d'y rajouter de nouvelles colonnes où on met les doses maintenant, les prix des produits. Et donc, on pourra mettre vos prix réels, en fait, de chacune des applications que vous avez faites. Donc, ça rajoute une couche d'informations intéressantes parce que là, on est capable d'aller comparer une parcelle par rapport à l'autre, en fait, puis vraiment mieux voir notre gestion des produits phyto. Mais, voilà, donc ça me donne un coût hectare pour le bloc et le coût total pour la superficie du bloc. Donc, cette vue-là est quand même, comment je dirais, elle est parfois longue, là, mais sinon, vous avez une autre vue qu'on va rendre disponible au printemps. Et c'est là, on est en train de travailler sur ces choses-là. Ça, c'est un outil qui nous permet d'aller voir les coûts des produits phyto, mais comme par bloc directement.
je veux l'amener à pouvoir faire le sommaire, choisir à la limite par variété ou des choses comme ça. Mais là, pour l'instant, on a vu on sélectionne un bloc, je vais chercher la phytoprotection et là, je suis en mesure de voir vraiment les coûts pour chacun des produits qui ont été utilisés. Sur la gauche, j'ai mes fongicides, on les sépare par fongicides, insecticides, etc. Et à droite, j'ai les coûts totaux des produits qui ont été utilisés pour le bloc. Donc, ramener pour la parcelle, le premier chiffre qu'on voit, et ensuite de ça, ramener à l'hectare, en fait, pour fin de comparaison. Donc, si on descend un peu plus bas dans cette page-là, on aurait les insecticides. Si des herbicides avaient été entrés, on verrait les herbicides entrés. Donc, voilà, c'est des pistes de développement qui sont bien intéressantes pour la plateforme. Et donc, voilà, en tout cas, je vous invite à regarder avec votre conseiller s'il est intéressé de travailler avec l'outil. Autant il demeure que nous, en viticulture, on l'utilise beaucoup. En pomme, c'est peu utilisé jusqu'à présent. Certains l'ont utilisé. Moi, je suis en train de voir avec le conseiller pour améliorer le module de dépistage qui ne convenait pas, semble-t-il, à tous. Mais il demeure qu'un outil comme ça, c'est vraiment pratique. Là. Ça devient vraiment un pivot entre les producteurs et les conseillers. Et ça permet toutes sortes de choses, comme je disais un peu en départ de présentation, de consigner des données selon des formats standards, meilleur arrimage entre tout le monde, en fait, qui travaille dans le dossier. Puis, je dirais d'un point de vue plus général, mais ça amène plein d'autres possibilités. Vous avez vu là, notre élément des coûts, mais là, tranquillement, ça nous amène à pouvoir faire du benchmarking puis dire, OK, bien, au niveau de pulvérisation, c'est qui a les meilleurs coûts, sans dire qu'on va aller voir les coûts d'un autre. C'est plus de dire, de classer les gens pour faire une comparaison, pour voir comment on peut s'améliorer, pour tout le monde améliorer nos coûts, en fait. Là. Donc, et à terme, même, comme si tout le monde se fédère autour d'outils, ça permet des analyses qui sont comme assez intéressantes d'un point de vue sectoriel. Et là, je vous montre juste un truc qu'on a fait qui n'est pas disponible vraiment pour les producteurs en tant que tel. C'est des choses qu'on se rend compte qu'on peut faire. Nous, dans la ville, je dirais qu'il y a à peu près 90 ou 95 des clients qui utilisent le système maintenant. Ce n'est pas, je vais vous mentir si je dirais que tout le monde utilise le registre, ce n'est pas le cas. Il y a peut-être comme 40-45 des clients qui utilisent les registres pour l'instant, mais l'ensemble des agronomes utilisent le système pour communiquer l'information à leurs clients. Ceci dit, si on fait une analyse plus poussée des 40 qui utilisent les registres, ben, je suis maintenant capable de dire globalement dans le secteur, en tout cas pour 40 si j'avais tout le monde, on pourrait le dire pour tout le monde, mais je suis capable de dire quels sont les produits qui sont les plus utilisés. C'est quoi puis sur lesquels est-ce qu'on devrait, comme secteur, travailler si on juge que tout coûte trop cher ou qu'il y a un produit qu'il faudrait qu'on bannisse, qu'on sent qu'il doit être banni. En fait, on peut retrouver jusqu'à quel point il est utilisé, en fait, et faire davantage de sens, en fin de compte, d'un point de vue sectoriel. Même chose, on l'a également fait pour analyser les séquences de traitement pour voir si des produits avec des risques de résistance sont appliqués fréquemment, par exemple, dans une parcelle. On voit qu'ici que des groupes 3, il y en a quelques-uns qui l'utilisent plus d'une fois et utilisent successivement. Donc, bref, quand on fait quand on a un outil comme ça et que tout le monde entre de l'information, on peut prendre pas de recul et dire globalement, OK, on a là quoi comme industrie. Donc, c'est un autre aspect qui peut être intéressant d'utilisation de système comme ça. Donc, voilà. Au de la fin, je vous dirais. Pour la présentation, je pense que j'ai à peu près réussi à passer mon temps. C'est pile poil le temps. Est-ce qu'il y aurait des questions en ligne? Ce serait le moment d'écrire. Pendant ce temps-là, je vais préparer la capsule vidéo. J'ai une question. Oui, vas-y. C'est quand ça devient trop compliqué d'utiliser une plateforme web pour faire la gestion en termes de nombre de parcelles? En termes de nombre de parcelles, je ne sais pas. C'est parce que la question, moi, je pense, qui est sous-jacente à ça, en fait, c'est ton plan parcellaire, tu l'utilises à faire quoi? Et si tu as plein d'usages différents, en fait, puis que chacun de tes usages, tu classes les choses de manière différente. C'est ça qui est le plus problématique. C'est de réorganiser la plateforme. Oui, parce que, tu sais, on peut, moi, je me rends compte, j'ai des clients c'est des petits clients, et donc on avait défini un plan de ferme très, très précis, mais là, on a comme plein de micro-parcelles. Puis finalement, pour la plupart, sont tous gérés ensemble. Donc, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus synthétique. Donc, je pense que c'est pas tant la question au départ, c'est que ça dépend du niveau de précision que tu vas vouloir à la fin. Donc, c'est sûr que si tu as un vignoble, un verger de 50 hectares, je ne sais pas que c'est quoi les tailles, de 100 hectares, allez, en fin de compte, puis tu vas avoir vraiment un détail précis de chacune de tes variétés, puis que tu vas aller puis tu as plein de micro-parcelles, ça va être très compliqué, ça va faire quelque chose de gigantesque. Et donc là, il va falloir trouver des manières de. Faut que l'outil puisse s'adapter à cette réalité-là, à mon sens, en fait, puis qu'on trouve des manières de faire des masques de saisie, faciliter la saisie d'informations, en tout cas.
Mais tu sais, après, il faut voir vers où on s'en va aussi. Moi, on a commencé à intégrer, c'est des demandes de certains conseillers qui me disaient on devrait mettre de l'intelligence artificielle dans le système. Moi, au début, j'étais, sans dire réticent, mais je me disais, OK, mais pour faire quoi? Tu sais, parce que c'est comme un genre de champ d'investigation. On se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses-là? Puis au final, on a trouvé une manière, présentement, une manière simple de faire, c'est on va faire des brouillons de rapports de visite à partir des données de dépistage qui sont toutes bien comme saisies à la main, en fait, mais qu'on a consignées dans un format standard. Et puis, on génère des textes qui sont vraiment, franchement, intéressants dans la langue du temps. Et là, on les peaufine, puis on les envoie au producteur. Mais après, tu sais, moi, je disais, mon rêve, moi, comme conseiller, c'est de marcher à parcelle et juste de parler, puis que tout se signe. Donc, et là, tu sais, mais là, il y a toutes sortes de champs comme ça qui se développent, mais c'est pas encore tout à fait au point, ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'à terme, je pense que ça s'en va vers là, entre autres, là, la reconnaissance, parce que là, il y a de la bonne reconnaissance vocale pour comme reconnaître puis écrire du texte. Après, là, c'est la couche d'après qui est comme reconnaître vocalement puis d'envoyer ça dans les formulaires. Parce que c'est ça, après, c'est le classement, c'est l'information qui est important pour réussir à la récupérer ensuite. Là. Donc, ça, à venir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on a maintenant une capsule de la zone Agtech, donc Izmir, qui va venir nous parler des technologies puis des tendances en verger. Elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais elle a été super gentille puis elle nous a envoyé un petit vidéo préenregistré. Il va falloir que vous me confirmiez que le son fonctionne, si possible, sur le chat, si vous entendez bien. Pas de son. Ah, parfait. Saturé de partager le son aussi. On a une question? Outils, pluviométrie et pousse des feuilles pour gérer la tablure. Oui, on n'a pas ça dans le système, mais c'est des possibilités, certainement. Pluviométrie, là, on a un petit widget qui va chercher comme la station météo la plus proche de chez vous, en fin de compte. On ne l'a pas poussé, ce n'était pas une demande initialement très forte des viticulteurs, en fait, mais il y a moyen après ça d'intégrer n'importe quelle donnée météo et d'en faire comme de la rendre disponible là, en fait, dans le système. Ce sont des possibilités. Mais effectivement, je n'ai pas ce genre d'informations-là pour l'instant dans le système. Ce sera pas bien long, hein? Je suis désolée, j'ai pas l'option de sélectionner. Ah, inclure le son, facile. Donc, c'est ça. On le voit pas quand il est juste devant nous. Oui, tu cherches les paramètres qui est là devant toi. Parfait. Donc, encore une fois, si vous pouvez confirmer que vous voyez bien puis que vous entendez bien dans le chat. Bonjour tout le monde, mon nom est Ismir Hernandez et ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous, du moins en mode différé. Je vais commencer par partager ma présentation. Ça va être plus facile comme ça. Alors, je travaille pour le réseau d'expertise en innovation horticole, qui est une initiative qui a été créée en 2022 par 5 associations, dont la vôtre et la Zone Agtech. Et c'est une initiative qui vise à valider et démocratiser les technologies en phase commerciale qui répondent aux priorités des producteurs du Québec, des producteurs d'ici. On offre plusieurs services. On organise des activités de réseautage, des conférences et des webinaires qui parlent des nouvelles technologies. On a un gros projet qui s'appelle la stratégie 3AH, dont je vais vous parler un peu plus tard. Mais je veux, dans une première étape, vous parler de notre veille technologique. La veille technologique, c'est une base de données qui est à votre disposition et complètement gratuite si vous êtes membre des PPQ. Donc, vous pouvez demander vos accès à l'aide du code QR que vous voyez sur l'écran. C'est vraiment un outil facile, un outil facile à utiliser. Et il y a
au moins un quart des technologies qui s'adressent à votre production. Charlotte m'a demandé aujourd'hui de vous parler des technologies pour la gestion du verger. Donc, quand vous aurez accès à la veille technologique, vous pouvez retrouver des applications comme Crop Tracker, qui est d'ailleurs déjà évalué par l'association ELIRDA, mais pour un module de prédiction de rendement. On a aussi la plateforme Fresh Cloud, qui c'est une plateforme américaine qui sert pour la gestion et des opérations très, très spécialisées pour les vergers. Dernièrement, on a retrouvé des nouveaux logiciels pour la gestion. Donc, il y a AgCode c'est une plateforme qui permet aussi l'enregistrement détaillé des interventions culturelles en verger. On a Decisive Farming, que c'est une application qui a été développée par TELUS Agriculture. Donc, euh, c'est un logiciel canadien. Et en fait, c'est une plateforme qui génère des cartes de prescription pour les applications à taux variable. Donc, si quelqu'un veut les utiliser, c'est sûr qu'il doit être habitué déjà à travailler avec des données géoréférencées. Et aussi, on a d'autres outils, c'est pas juste la gestion qu'on va retrouver dans la veille technologique. On a des outils de desherbage, prédiction de rendement. On a des outils de récolte, que ce soit la récolte sélective, qui est toujours en développement. Donc, à chaque fois, on va marquer dans quel stade les technologies se retrouvent. Mais on a aussi des outils plus mécaniques, comme les plateformes d'aide à la récolte. Il y en a plusieurs qui sont déjà distribués par Produce-Tech, donc c'est toujours marqué si c'est distribué par eux. Mais on a aussi d'autres équipements qui viennent d'ailleurs au monde. Pour répondre à une autre question de Charlotte qui me demandait c'était quoi la tendance dans les technologies, surtout dans votre secteur qu'on voit, que ce soit au réseau ou à la zone agtech, je vous dirais que on voit que les producteurs veulent de plus en plus s'outiller pour la prise de décisions plus précises, plus adéquates. Euh, On a un outil qui s'appelle Harvest Eye, qui est une caméra qui a été confectionnée pour faire la prédiction des rendements dans d'autres cultures, mais qui veut, à partir de cette année, travailler en pomiculture. Donc, ils veulent monter la caméra sur des plateformes de récolte, d'aide à la récolte pour quantifier et prédire la taille et la qualité des pommes. Donc, on est déjà en conversation avec cette compagnie-là et quand ils seront prêts à tester les systèmes dans votre secteur, c'est sûr qu'on va vous solliciter. Donc, ça, c'est comme un exemple des choses qu'on voit ou des projets sur lesquels on peut travailler. Mais quand on parle des technologies, on ne peut pas parler sur la haute densité. C'est pour ça que l'année passée, le réseau d'expertise, en collaboration avec les vergers de Bois-Franc et Robert Mao du Club des pomicultures Yamaska, avons créé une capsule vidéo qui parle de l'expérience des vergers de Bois-Franc dans l'implantation progressive de vergers en haute densité. C'est en vidéo très beau. C'est en vidéo très beau, mais qui donne beaucoup d'informations sur ce type de production. Je vous recommande amplement de l'écouter. Et je pense même que Charlotte va le mettre en visionnement aujourd'hui pour vous autres. Donc, lui, le vidéo est toujours disponible dans nos réseaux sociaux, dans notre page Facebook, dans
notre page aussi YouTube. Donc, c'est à peu près, en termes très, très généraux, c'est qu'on voit pour les nouvelles technologies. C'est sûr que j'ai juste quelques minutes aujourd'hui pour vous en parler, mais s'il y a des choses, je pense que le message le plus important, c'est de vous dire que s'il y a des choses qui attirent votre attention, si vous êtes un producteur qui a déjà adopté des nouvelles technologies qui marchent bien ou qui ne marchent pas bien, c'est très intéressant, c'est toujours très apprécié de partager cette information avec vos collègues puis avec nous autres. On est vraiment on est une croix de transmission, que ce soit pour vos besoins, mais aussi pour vos bons coups, là. Le réseau est là pour faire avancer l'adoption de nouvelles technologies. Donc, juste pour finir, je vais vous parler de la stratégie d'accélération de l'adoption d'agritechnologie en horticulture. C'est la stratégie 3AH. À travers laquelle on a développé un protocole pour l'évaluation des technologies de désherbage depuis l'année passée avec les étapes et aussi avec les producteurs de pommes de terre. Et c'est pour savoir c'est quoi la plus-value d'utiliser des outils mécaniques de désherbage par rapport au désherbage chimique. Donc, comme on sait que ça va beaucoup varier aussi selon la taille des entreprises, le CETAB a développé des grilles de compilation des données et des outils de comparaison technico-économiques pour des vergers de petite et de moyenne taille. Donc, c'est à partir de ce printemps qu'on va mettre à l'œuvre les protocoles, c'est-à-dire qu'on va tester deux porte-outils qui sont en prêt de la compagnie Produstec. Puis il y en a un autre qui appartient déjà aux étapes. Donc, on va suivre toute la méthodologie développée par les étapes pour les tester et on va tout rentrer les données dans nos grilles de comparaison technico-économiques pour vraiment vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Et c'est sûr que ça, c'est un projet public. Tous les résultats vont être diffusés dans nos réseaux et dans les réseaux de l'association. Et encore une fois, on va organiser des démonstrations au verger. Donc, si tous les sujets des technologies vous intéressent, je vous invite à rentrer en contact avec moi. Encore une fois, on a plusieurs plateformes, plusieurs réseaux sociaux dans lesquels on est présent. On a notre page LinkedIn, l'infolette mensuelle, la page YouTube et Facebook, sur lesquels vous pouvez suivre nos travaux et nos activités. Donc, c'est pas mal ça c'est avec ça que je finis ma présentation. Vous savez le dernier code QR avec lequel vous pouvez vous abonner à notre infolette mensuelle. Et je vais aussi demander à Charlotte de vous partager mon courriel si jamais vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné quelques minutes aujourd'hui dans votre webinaire, puis je vous souhaite une excellente journée. Merci. C'est intéressant le fait que les tendances vont pas mal avec ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Donc, je trouve ça fait un bon lien avec tout ça. On n'a pas le temps de regarder la capsule vidéo de la haute densité, mais j'ai mis le lien YouTube dans le chat. Donc, merci pour votre présence. Puis, ça va être disponible sur YouTube aussi, sur la chaîne des PPQ, en rediffusion. Donc, merci à nos invités. Et on se voit la semaine prochaine. Ah, deal.